Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. Invité de ce journal, l'autre comique français admiré par de Funès, Coluche. Le président Mitterrand au Maroc, long tête-à-tête aujourd'hui avec le roi Hassan II. Pas d'objection de principe à la fourniture de centrales nucléaires françaises. Situation débloquée à la régie Renault, reprise du travail à Flins, négociation à Billancourt. La campagne des municipales, Jacques Chirac, Paul Quillès et Jacques Toubon, une partie de cache-cache ce matin dans le 13e arrondissement. Madame, Monsieur, bonsoir. Les malheurs, les gens les retrouvent bien assez tôt. Le rire, on en aura toujours besoin. C'est ce qu'aimait à dire Louis de Funès, l'acteur comique le plus apprécié des Français, l'homme dont les grimaces, les ricanements et le rire firent rire et feront rire encore des millions et des millions de gens. Louis de Funès est mort la nuit dernière à Nantes des suites d'un accident cardiaque. Il avait 68 ans. Il avait été victime d'un premier accident cardiaque en 1975. Et depuis, il vivait le plus possible dans son château de Clermont, près de Nantes, où il aimait tailler les roses. Louis de Funès, qui s'éteint donc en pleine gloire, son dernier film, Le Gendarme et les Gendarmettes, date de quelques mois. Louis de Funès avait tourné plus de 100 films avant de devenir, vers 40 ans, une immense vedette populaire. La carrière, sa carrière, émaillée de quelques morceaux de choix Georges Bégou. Ah, les belles bacchantes et les spectacles branquignoles de Robert Derry ont été les premiers pas vers la gloire. Au théâtre, il y eut le grand succès d'Oscar, qui deviendra un film de Molinaro. Nous allons faire une surprise à Colette. Je veux dire à David. Vous allez aller chercher ses bijoux et vous les lui offrirez comme cadeau de fiançailles. Alors de cette façon, sa mère ne pourra plus rien vous refuser. Vous croyez? Mais je vous le garantis. En 1964, Jean Giraud, qu'il avait déjà employé dans Pouic Pouic, va offrir à De Funès le premier film de la série des Gendarmes. C'est l'explosion de sa popularité. Oui, 10 ans, j'avais 10 ans. Et voilà, c'est reparti, là, suffit que je sois là, c'est fini. Quoi? Oh, 610 oui. Quoi? Oh, c'est vraiment grâce à ça. C'est vraiment beau, qu'est-ce que c'est? Du Nord, beaucoup de... Quelquefois on disait mais il n'est pas commode. Non, c'est un homme qui était très très timide et alors s'il ne vous connaissait pas bien, il avait une peur, il avait une panique. Mais dès qu'il vous connaissait bien, dès que vous deveniez un ami, alors c'était un enchantement parce que chaque minute cet homme voyait quelque chose de drôle que vous n'aviez pas perçu et il vous le transmettait. Alors bon, pleurer de rire avec lui. Je connaissais comme homme et c'était un homme, lorsqu'il était à l'aise, qui était vraiment très charmant. Simple, avec moi, avec les gens, aimant la vie du pays. Il était un de vos fidèles? Alors, au point de vue paroissien, c'était un paroissien comme les autres, et très fidèle, lui. C'était un chrétien, il pratiquait régulièrement. Il avait une foi très profonde. Gérard Houry a l'idée d'associer De Funès à Bourvil en 1965. Le succès du Cornio est prodigieux. Il y a là un couple de comédiens dont le jeu se complète admirablement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Là, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, et puis voilà. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. C'est mon vrai comique, c'est-à-dire un comique de situation. Vous savez, la situation, c'est toujours la plus grande situation du monde. C'est un monsieur qui lit son journal avec une chaise, quelqu'un s'approche, on lui fout une bombe là-dessous, et lui, il tourne les pages, il n'y a pas de... Et je voudrais arriver à faire un film comique. Et je voudrais arriver à faire un film muet. Muet, mais c'est très difficile à écrire, mais pas muet comme du temps du muet. Muet avec tous les bruits, les sons, mais où les gens, s'ils n'ont pas à parler, s'ils mangent, pourquoi voulez-vous qu'ils parlent En 1967, la Grande Vadrouille battra tous les records de recettes. C'est sans doute pour De Funès le sommet d'une carrière qui compte une centaine de films de valeur très inégale. Non, monsieur. Maman,
Renault numéro 17. Qui a fait ça? C'est moi, maître. Et où vous croyez-vous? À l'opéra, maître. Amusant. Sortez! Méphisto, Marguerite, Faust, sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille. Je ne veux que Berlioz et moi. Voilà. Parmi les grands succès de Louis de Funès, L'aile ou la cuisse, un film de Claude Zidi qu'il tourna en 1976 avec un homme qu'il considérait comme l'autre grand comique français. Cet homme, c'est vous, Coluche. Vous le trouviez drôle, Louis de Funès? Ah bah oui, ça oui, ah oui. Tout le monde le trouve drôle. D'ailleurs, ça va être un vrai problème parce que maintenant que ces films vont passer régulièrement à la télévision, il va falloir s'arranger avec les enfants parce que quand c'est un jour pas ouvrable pour le lendemain, il faut que les enfants voient quand même le film. Sans ça, c'est un drame quoi à la maison. Vous n'avez tourné qu'un film avec lui? Oui, j'ai tourné qu'un film, oui. Vous aviez des projets ensemble? Eh ben, on avait dit qu'on en ferait un autre, oui. On avait signé un papier sans valeur, autre que celle qu'on peut lui accorder nous-mêmes. Mais on s'était signé un papier disant, voilà, bon pour un film qu'on fera tous les deux, rigolo. Et il parlait tout à l'heure de faire un film muet, et c'est ça qu'on voulait faire. Pas un film muet, mais presque un film. Alors son talent à lui, Louis de Funès, par rapport au vôtre, c'était quoi? Ah, ça c'est une bonne question. Non. Il était meilleur que vous? Ah, sûrement, oui. Ah oui. Moi, je sais bien en tout cas que quand j'ai travaillé avec lui, il voyait bien que je savais pas faire le métier, quoi. Parce que ça s'improvise pas comme ça. Moi, aujourd'hui même, j'ai fait 8 films, hein, à peu près, donc j'ai pas d'expérience. Mais à l'époque, c'était un des premiers, quoi. Alors, il voyait bien. Et il m'a tout de suite indiqué les 2-3 trucs qu'il fallait pas faire et qu'il fallait faire. Il était drôle, il était gai dans les rapports courants, comme ça, quotidiens? Oui, il était gai, oui. Enfin, moi, quand je l'ai connu, donc, je suis sûrement celui qui le connaît le moins bien de ceux qui pourraient en parler, hein, mais... C'est pour ça que vous êtes là. Je sais pas, oui, pourquoi, enfin, je suis là, je vais en parler, mais c'était un homme rigolo, charmant. On m'avait dit, une réputation épouvantable, il est très méchant, il va te mettre de dos, il sera de face dans le champ et dans le contre-champ, au fur et à mesure que tu parles, il tourne. Et puis après ça, si de toute façon, s'il t'a pas eu au tournage, il t'aura au montage parce qu'il y passe. Et en fait, c'est pas vrai. C'est un homme charmant qui a demandé à ce que je partage l'affiche en vedette avec lui alors qu'il n'était pas obligé. Mais dans la veine comique qu'il exploitait, la caricature du petit français, râleur, ricanant, un peu raciste parfois, très courtisan des puissants et puis assez tyrannique avec les faibles. C'est pas un peu la même veine que vous? C'est toujours le même sujet, hein, de toute façon. C'est toujours le même sujet qu'on exploitera, simplement comme le bonhomme qu'on charrie change au fur et à mesure des années, eh ben on en change, quoi. Mais c'est tout, en fait, c'est toujours la même chose, oui, c'est sûr. Autrement dit, nos mœurs à tous. Oui, bah oui, c'est de ça que les gens rient le plus, quoi. C'est de leurs défauts, quand on leur montre. Coluche, merci. Louis de Funès sera inhumé demain dans son village de la Loire-Atlantique. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, lui rend hommage, mais aussi monsieur et madame Giscard d'Estaing. En hommage à Louis de Funès, Antenne 2 diffusera mardi prochain, au cours de l'émission Mardi Cinéma, le film de Gérard Houry, Le Corneau, où Louis de Funès partageait la vedette avec un autre grand disparu du comique français, Bourvil, un film dont vous venez d'ailleurs de voir un extrait. Le conflit à la régie Renault semble en bonne voie de solution. Après l'accord intervenu la nuit dernière sur l'ensemble de la politique salariale pour 83, les grévistes de l'atelier de peinture de Flins ont voté cet après-midi la reprise du travail. À Billancourt, les négociations se poursuivent. À Flins, cet après-midi, les journalistes ont eu maille à partir avec les grévistes qui reprochent à la presse d'avoir politisé et islamisé le mouvement de grève. C'est pourtant bien l'analyse qu'en fait le Premier ministre Pierre Mauroy dans une interview à Nord-Éclair. Les immigrés sont agités par des groupes religieux et politiques en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises, déclare en effet le Premier ministre. Le climat cet après-midi à Flins et les réactions syndicales à la reprise du travail, Michel Perrault. Par 107 voix contre 29, les ouvriers de l'atelier de peinture de Renault-Flins ont donc décidé de reprendre le travail dès 15 h cet après-midi. À l'origine de ce vote positif, un accord salarial global pour l'ensemble de la régie Renault, signé hier soir par la plupart des syndicats et la direction. Cet accord prévoit pour l'ensemble du personnel une augmentation de 8% pour l'année 83, à laquelle s'ajoute un supplément mensuel de 40 francs. Un petit coup de pouce de 80 francs pour les bas salaires, plus un autre de 155 francs pour les pistoletteurs de l'atelier de peinture, tout cela a débloqué la situation. Pourtant, des problèmes restent encore en suspens.
notamment en ce qui concerne les évolutions de carrière et les conditions de travail. La direction s'est engagée sur beaucoup de points dans les conditions de travail, notamment dans la cabine de peinture qui était un peu vétuste, et elle s'engage à la refaire dans les plus brefs délais. Elle s'engage aussi avec le robot qui avait été dit qui était inutilisable et qui gênait beaucoup dans ce secteur, elle s'engage à le retirer dans les plus brefs délais aussi. Dans les autres conditions de travail, elle nous a promis qu'ils allaient regarder de très près et nous croyons que ça va être fait dans les plus brefs délais. Nous pensons que si des réponses ne sont pas données sur les questions qui restent en suspens à propos de l'évolution professionnelle, eh bien d'autres conflits sont susceptibles, à moyen terme ou à plus long terme, de se reproduire. Quant à la déclaration du Premier ministre affirmant que les immigrés sont agités par des groupes religieux et politiques, les syndicats la récusent avec force. Nous nous portons complètement en faux devant de telles assertions. Les travailleurs immigrés de Flins ont mené des luttes ces 10 dernières années, en 1973, en 1978, en 1982, et puis maintenant en 1983. Il y a quelques années, on n'employait pas du tout ce type d'argument. Aujourd'hui, on le met en avant. Ces luttes sont dans la continuité les unes par rapport aux autres. Et donc, nous comprenons mal comment on peut, à l'heure actuelle, prendre ce point comme étant un des points capitaux explicatifs des luttes de travailleurs immigrés. Manifestation cet après-midi dans l'usine Talbot de Poissy. Quelques 200 des ouvriers mis aujourd'hui en chômage technique par la direction ont, à l'appel de la CGT et de la CFDT, protesté contre cette mesure. Un autre conflit social qui se politise et qui met en émoi la presse, un conflit qui dure depuis 15 jours, le conflit de l'Union de Reims, ce journal pris en main par un directoire de la CGT, directoire qui, hier, je vous le disais, censurait un éditorial du rédacteur en chef. Le gouvernement est sorti de son silence aujourd'hui et condamne, je cite, les actions illégales du livre CGT. Le communiqué de l'hôtel Matignon assure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour maintenir l'existence du journal sans pour autant se substituer, je cite toujours, à une direction défaillante ni aux organisations syndicales responsables. Deux conditions, poursuit le communiqué de Matignon, le rétablissement immédiat et général et intégral de la responsabilité des journalistes dans le conflit, dans le contenu rédactionnel du journal et le respect de la décision de justice qui a nommé un administrateur judiciaire. L'historique du conflit, Bruno Ledreff. La crise de l'Union de Reims prend donc un tour nouveau. Hier, la CGT a censuré un éditorial du rédacteur en chef et l'a remplacé par un communiqué. Elle contrôle le journal depuis le 14 janvier dernier. Ce jour-là, la CGT avait séquestré certains gérants légaux du quotidien. Plus tard, elle les en avait chassés. Désormais, les ouvriers du livre interviennent directement sur le contenu du journal et ne tolèrent plus de textes qui leur déplaisent. Ils rompent ainsi le compromis respecté jusqu'à présent dans leur relation avec la rédaction. Dans le communiqué paru ce matin, la CGT dénonce, je cite, « une partie des journalistes qui a rejoint le camp de la droite dans son combat pour conquérir le journal ». La rédaction se trouve divisée devant cette situation nouvelle. Une partie des journalistes déclare ne pas accepter le coup de force de la CGT, l'autre partie continue néanmoins à travailler. Mais depuis ce matin, il n'y a plus de rédacteur en chef à l'Union de Reims. Estimant que je n'avais plus depuis quelques jours les moyens matériels de réorganiser la rédaction comme elle le devait, ne serait-ce que pour la qualité rédactionnelle, et que je n'étais plus dans les conditions morales de l'exercer puisque j'étais censuré par un pouvoir de fait, que je me trouvais donc exclu de mes prérogatives en tant que journaliste et en tant que rédacteur en chef, et qu'en conséquence, jusqu'à retour à une situation légale, à interlocuteur légal, je m'estimais mis en dehors de l'entreprise. Quant à l'administrateur judiciaire récemment nommé par le tribunal de commerce, il n'a même pas pu pénétrer dans les locaux. Un groupe d'ouvriers lui en interdit toujours l'accès.
Les relations entre la France et le Maroc sont au beau fixe. Le président Mitterrand a eu cet après-midi un long entretien en tête-à-tête avec le roi Hassan II sur le chemin de Rabat à Marrakech. Dès hier soir, le chef de l'État français avait donné à son hôte un gage de l'intérêt que la France porte à l'amélioration de ses relations avec le Maroc en levant tout obstacle de principe à la fourniture de centrales nucléaires. De Rabat, Bernard Pradino. 320 km aujourd'hui pour le président Mitterrand et le roi Hassan II, de Rabat à Marrakech, en voiture puis en train. Et tout au long du parcours, à chaque arrêt dans les villages du sud marocain, l'enthousiasme, les pétales de rose, le lait de chamel et l'offrande des dattes. Dans l'entourage de M. Mitterrand, après une première journée de visite qualifiée de très positive, on insiste beaucoup sur la qualité des rapports entre les deux hommes. Les entretiens ont été personnels et approfondis. Dans le train royal, pour la deuxième moitié du parcours, le président français et le roi Hassan II ont encore eu le temps d'approfondir leur dialogue. On peut dire, pour résumer, que toutes les portes sont ouvertes. Le Maroc voudrait l'assistance de la France pour construire des centrales nucléaires. Il peut produire la matière première, l'uranium dérivé du phosphate. Réponse de M. Mitterrand, pas d'objection de principe, sous réserve du respect de la réglementation internationale et des contrôles dans ce domaine. Nous participerons à vos études, car il est logique qu'un pays comme le vôtre cherche à assurer son indépendance énergétique. Cette question difficile est un exemple de ce que pourrait être une coopération adaptée. Bien sûr, rien n'est fait, mais on parle de projets économiques, agricoles, universitaires et financiers. L'arrivée à Marrakech a été spectaculaire. Les images de cette deuxième journée sont significatives de la volonté politique exprimée d'aller encore plus loin que prévu en matière de coopération. Les négociations sur le désarmement de l'Europe viennent de reprendre à Genève et à Vienne. Et ce soir, une confirmation de Washington. Washington rejette une proposition soviétique que le gouvernement américain qualifie d'irréaliste, la proposition d'une zone dénucléarisée en Europe centrale. Au même moment, le ministre français de la Défense, Charles Hernu, réaffirme l'indépendance de notre défense nucléaire. Cet après-midi, au plateau d'Albion, M. Hernu a visité les nouvelles installations des missiles dont la force française est maintenant équipée, les missiles S-3, pourvus de têtes multiples et dotés d'une puissance de 1 mégatonne. Soulignant l'importance de cet effort de modernisation des forces nucléaires françaises, M. Hernu a aussi précisé la position de la France dans les négociations en cours. À Genève, les grands, surarmés, on le sait, voulaient prendre en compte nos forces nucléaires. Nous, Français, nous ne l'accepterions pas. Mais tous ceux qui pousseraient aujourd'hui la France vers la structure militaire intégrée de l'Alliance seraient coupables de déséquilibre, donc de crise. Dans quel état se trouve réellement Anatoly Tcharansky, le mathématicien juif soviétique que vous voyez ici filmé clandestinement il y a 6 ans, avant son arrestation pour dissidence et son envoi dans un camp de travail où depuis il suit une longue grève de la faim. Tcharansky, selon M. Andropov, aurait cessé sa grève de la faim. C'est en tout cas ce que le numéro 1 soviétique a affirmé à Georges Marchais, qui lui avait demandé des précisions sur le sort du mathématicien. Sa femme est arrivée à Paris aujourd'hui et devant Maurice Berthet, elle a aussitôt cherché à joindre sa belle-mère à Moscou. Ce matin, nous avons assisté à une conversation téléphonique entre la femme de Tcharansky et la mère du mathématicien, qui de Moscou lui a lu le texte d'une lettre qu'elle a envoyée au comité central du Parti communiste soviétique. Чтобы убедить его прекратить голодовку. В этом мне было отказано. Я провела 10 дней у стен Чистопольской тюрьмы, и мне так и не удалось увидеть сына. Madame Ida Tcharansky a-t-elle entendu parler de la lettre de M. Andropov à M. Marchais? Oui, on lui a dit. Mais elle ne peut comprendre comment M. Andropov a pu écrire un tel message. Elle ne peut l'imaginer.
Elle est sur place, elle connaît la situation. Les autorités soviétiques lui ont fait savoir qu'Anatoly n'est pas à l'hôpital parce qu'il fait la grève de la faim. Le 14 janvier, elle reçut une lettre d'Anatoly qui lui dit exactement comment il va. Bien sûr, il va mal après 4 mois de grève de la faim. Si je peux t'envoyer une lettre, dit-il à sa mère, c'est que j'aurai cessé ma grève. Elle n'a pas reçu de lettre. Et il y a déjà 1 an qu'Anatoly est à l'isolement. Espérez-vous qu'il va cesser sa grève et être transféré à l'hôpital? Il le faut. Autrement, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il faut l'hospitaliser immédiatement. D'après ce qu'il dit lui-même, il va très mal. Le comité de défense de Tcharansky souligne pourtant que la lettre de Youri Andropov à Georges Marchais reste un élément d'espoir. La campagne pour les municipales a donné lieu aujourd'hui à Paris à l'un de ces chassés-croisés qui prouve bien que le talent en politique, c'est aussi l'art de provoquer ou de fuir certaines situations. Le 13e arrondissement de la capitale où s'affrontent le RPR Jacques Toubon et le socialiste Paul Quillès qui disputent la mairie de Paris à Jacques Chirac, le 13e arrondissement a été très fréquenté ce matin. Dans un des marchés du quartier, Jean-Louis Le Senne et Jean-Michel Mercurol ont assisté à une scène que je vous laisse savourer. Bonjour madame, je suis M. Toubon, candidat de M. Chirac aux élections municipales ici dans l'arrondissement. 9h30, le premier Jacques Toubon, le candidat chiracien dans le 13e arrondissement, arrive au marché Bobillot. Il attend de pied ferme son adversaire, Paul Quillès. 9h45, arrivée du deuxième, Paul Quillès. Pas de rencontre prévue, dit-il. Il tourne le dos à Jacques Toubon. Mais la partie de cache-cache ne durera pas longtemps. La cité universitaire qui s'arrête une fois sur 2. Alors, vous visitez le 13e? Non, je visite pas. Après avoir visité les Pyrénées-Orientales, vous visitez les arrondissements parisiens? Vous n'auriez pas faire ces petites, moi, je ne suis pas phrases. Moi, je ne suis pas de ceux qui exploitent les difficultés des gens sur un plan politique. C'est bien, c'est pas démagogique ça. Si vous croyez que les arguments personnels sont les seuls qui sont à votre disposition. Comme vous êtes un homme de droite, c'est les arguments que vous utilisez en permanence. Et je vous lis avec plaisir ici et là. Et je lis votre maître, M. Chirac. Moi, je n'attaque pas les hommes, je parle des idées. Je parle du 13e arrondissement que je connais, où j'habite. Vous croyez que votre langage est celui de quelqu'un qui cherche à se préoccuper de résoudre les problèmes. Votre langage est purement politique. Vous n'avez aucune autre préoccupation que de faire du 13e un tremplin politique. 10h05, voilà le 3e. Jacques Chirac, prévenu à temps, arrive dans le quartier, mais sur un autre marché. Son seul but, serrer le maximum de mains dans le minimum de temps, mais surtout sans rencontrer son challenger socialiste. Sur le marché lui-même, il ne faut pas ni photographe ni télévision, parce que vous comprenez qu'immédiatement, ça bouscule tout le monde. Une bonne excuse, car dès qu'on apprend l'arrivée du candidat socialiste sur le même marché, le maire de Paris s'engouffre dans sa voiture et disparaît. Quillès n'a pas pu éviter de rencontrer Toubon, mais le débat avec le maire de Paris n'était pas pour aujourd'hui. Je voudrais bien que M. Chirac s'explique un petit peu. C'est facile de faire des monologues, c'est facile de lancer des anathèmes, mais sur les vrais problèmes de Paris, c'est ça qui est en cause à l'occasion de ces élections municipales. Il va bien falloir que l'on discute. Une chose est sûre, Toubon ne pense qu'au face-à-face avec Quillès, Quillès ne pense qu'au face-à-face avec Chirac, mais Jacques Chirac, lui, avec qui accepterait-il de se mesurer? Comme quoi les partis de cache-cache, c'est aussi de la tactique électorale. Municipales encore, sachez qu'au Mans, malgré les recommandations du Parti socialiste d'appliquer l'accord d'union avec le Parti communiste, les socialistes locaux ont décidé à l'unanimité de présenter Jean-Claude Boulard contre le maire communiste sortant Robert Jarry. Sachez aussi qu'à Lyon, 7 membres du RPR, dont 5 figuraient sur la liste du candidat RPR Michel Noir, ont rallié la liste du maire sortant Francisque Collomb. Un sondage enfin, publié aujourd'hui par un groupe de journaux de province, 40% des Français contre 36% sont mécontents de la présence de communistes dans le gouvernement. La France verte a voté aujourd'hui. 3,5 millions d'exploitants, de salariés agricoles et les organisations professionnelles ont désigné leurs représentants au sein des syndicats agricoles et donc décidé de leur importance relative. On connaîtra les résultats demain. Alain Doubesky a observé le scrutin à Cergy, dans le Val d'Oise.
Ce matin, une mairie de village en France. Quelques-uns des 3 500 000 électeurs qui étaient appelés à renouveler complètement les 94 chambres d'agriculture. Cette année, un décret a changé le mode de scrutin de ces élections. De majoritaire, il devient proportionnel départemental de liste au plus fort reste. Ce mode de scrutin permet l'apparition de nouvelles sensibilités. Si le rôle des chambres de commerce n'est contesté par personne, dans un monde rural partout sur ses gardes, la réforme concernant ces élections provoquait aujourd'hui bien des grincements de dents autour des urnes. À voter. Nous avons de plus en plus l'impression que cette élection est une élection politique. Pourquoi ? Parce que elle était jusque maintenant entière et maintenant elle est à la proportionnelle, ce qui embrouille un peu les choses et nous oblige à vraiment étudier le problème et à être tout à fait au fait de la chose. Dans l'esprit du gouvernement, cette réforme a un but, connaître de façon précise les agriculteurs et les organisations para-agricoles. Non, répondent certains électeurs de la FNSEA, ce scrutin à la proportionnelle n'est destiné qu'à affaiblir la fédération, à contester sa représentativité. Résultat définitif dans quelques jours. À voter. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, veut envoyer en Haute-Garonne et dans les Alpes-Maritimes un préfet spécialement chargé de la police. Il l'a annoncé aujourd'hui en réponse à un cri d'alarme des députés socialistes locaux qui s'inquiètent de l'efficacité relative du travail de la police dans leur région. Réaction du député maire de Nice, Jacques Médecin, c'est une mesure dirigée contre le préfet actuel des Alpes-Maritimes. En Corse, un tournant, semble-t-il, dans la position du FLNC, maintenant clandestin. Dans une conférence de presse la nuit dernière près d'Ajaccio, des représentants du mouvement indépendantiste ont affirmé qu'il ne s'agissait plus pour eux de revendiquer pour la Corse l'indépendance pure et simple, mais, je les cite, une sorte d'indépendance, en fait une autonomie très large, assez proche des thèses d'Edmond Simeoni et de l'Union du peuple corse. Le 51e rallye de Monte-Carlo s'est terminé ce matin sur la victoire du champion du monde, l'Allemand Walter Röhrl, sur Lancia. L'écurie Lancia sort victorieuse de l'épreuve, malgré quelques émotions dans la journée, puisqu'il était question de déclassement. Henri Boniguel. Il ne fallait pas attendre grand-chose de la dernière nuit du rallye de Monte-Carlo. L'avance des Lancia de Walter Röhrl et de Marc Wallen était telle que, sauf incident ou accident, les Audi ne pouvaient plus espérer les rejoindre. De fait, dès la première spéciale disputée dans le col de la Madone, Walter Röhrl annonçait la couleur et réalisait le meilleur temps. C'est cependant une autre Lancia qui allait faire le spectacle pendant la nuit grâce à Jean-Claude Andruet, auteur de 6 victoires sur 10 en épreuve spéciale. En arrivant à Monaco ce matin, Walter Röhrl pouvait donc se féliciter d'un 3e succès en principauté, succès remporté avec brio. La joie de l'Allemand n'allait pourtant pas durer longtemps. Au cours des vérifications techniques effectuées après l'arrivée pour s'assurer de la conformité des voitures, les commissaires laissaient entendre que les Lancia pourraient être disqualifiés en raison d'un réservoir et de tubulures jugés non conformes. Finalement, et après de très longues délibérations qui se sont terminées il y a une demi-heure environ, les Lancia ont été officiellement déclarés conformes. Le doublé Walter Röhrl et Marc Wallen est donc confirmé, heureusement d'ailleurs, car on ne voit pas quelle satisfaction auraient pu tirer leurs adversaires d'un succès obtenu sur le tapis vert, la domination de Walter Röhrl et de sa voiture ayant été telle en effet qu'elle ne mérite aucune discussion. Le football et la Corse en deuil. Claude Papy, l'ancien capitaine de la glorieuse équipe de Bastia, est mort subitement cet après-midi d'une hémorragie cérébrale en jouant au tennis. Il avait 33 ans. Claude Papy avait été 3 fois international et avait fait partie de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 78. Il y aura un tiercé demain à Vincennes, les pronostics de Pierrette Bresse, vous allez les voir, le 17, le 14, le 15, le 12, le 13, le 16, le 8 et le 7. Et maintenant le temps pour demain, Philippe Dumez. Oui, bien c'est toujours un temps très doux, mais toutefois il sera un peu plus pluvieux. Et vous allez le voir sur notre photo satellite. Ceci est dû au fait que l'anticyclone qui protège notre pays s'atténue légèrement et donc va permettre aux nuages qui viennent du nord de pénétrer sur la moitié nord de notre pays. Ceci étant, vous voyez l'anticyclone ici, c'est l'anticyclone, le fameux anticyclone des Açores. Eh bien, il nous amène de l'air chaud depuis l'équateur et l'Afrique et ceci est canalisé
canalisés par cette dépression qui se trouve au-dessus et arrivent pratiquement directement sur notre pays, ce qui nous amène toute cette douceur. Donc pour demain, nous allons le voir sur notre carte, c'est toujours à peu près le même temps, un temps clair et ensoleillé relativement au sud, avec toutefois des brouillards de l'Aquitaine au centre, et puis un temps beaucoup plus nuageux au nord, avec quelques pluies et des vents qui vont se renforcer sur toutes les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Et puis alors des températures, eh bien, disons-le, exceptionnelles, de 10 à 16 degrés sur tout le territoire. Vous voyez que c'est tout à fait agréable. Alors pour demain, eh bien, c'est la fête des Gildas, et puis le soleil se lève à 8h27 pour se coucher à 17h41. Voilà. À 22h55, Claude Sérillon vous présentera votre dernier journal. Avant de nous quitter jusqu'à demain 20h, une rectification, c'est le mardi 8 février et non mardi prochain, autant pour moi, que nous diffuserons sur Antenne 2 le film Le Corneau avec Louis de Funès. Et jusqu'à demain soir, je vous propose de rire, une fois encore ensemble, de rire avec Louis de Funès. Bonsoir, à demain. Je crois qu'il veut vous embrasser. Je vous offre le double de vos chambres et en plus moi, je vous intéresse au bénéfice.